à tous, c'est Ahmad, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Nouveau titre proposé par Music Vank. J-10 avant l'halving, et si c'était différent, 7000 vues à battre pour pouvoir récompenser de $50. On va parler de Bitcoin bien évidemment aujourd'hui, on va parler également de 5 crypto-monnaies post-halving qui pourraient éventuellement surperformer, dont une avec un gros disclaimer, et je vous expliquerai pourquoi qu'il faut faire ces recherches très importantes, fondamentales, avant de se positionner sans pour autant écouter des influenceurs ou des analystes financiers, aussi expérimentés soient-ils, et aussi sympathiques soient-ils. On parle de tout ça, et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Toujours d'actualité, que j'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme sur mes investissements passifs, notamment en crypto-monnaie et sur les marchés traditionnels. Je l'offre gratuitement, disponible dans le Discord. Lien dans la description, onglet documentation. Bon, J-10 avant l'halving. Elle est ici, le compte à rebours. On l'avait vu depuis maintenant plusieurs mois en arrière. On était parti entre le 17 et le 19 avril. Donc plutôt respecté par rapport à ce compte à rebours. On bloque toutes les 10 minutes, ça ne change pas, malgré quelques petites faiblesses par rapport à la blockchain Bitcoin, notamment lors de l'émergence des BRC20 et des Ordinals, qui est un narratif extrêmement plébiscité, notamment par certains échangeurs centralisés, comme BitGet, par exemple. On en a parlé d'ailleurs hier. On va parler de tout ça dans cette vidéo, c'est assez important, et puis est-ce qu'il y a des choses également qui m'ont surprise. Et je vais commencer par cette première chose qui m'a fortement surpris. C'est ça. Avec un outflow de 223 millions de dollars, c'était hier, le 8 avril dernier. Or, le prix n'a pas fait. Le prix n'a pas bougé, voire le prix c'est même apprécié, notamment du côté des dérivés, avec les top traders qui se sont réveillés, et une forte augmentation au niveau des open interest, et une augmentation au niveau des fundings, donc plutôt des longues ici, qui ont soutenu ce marché pour pouvoir aller déloger quelques stops complètement évidents et quelques liquidités qui se trouvaient pressées dans high, juste ici. Bon, est-ce qu'on va faire un nouvel ATH ? Clairement, c'est très possible, et je pense que ce sera une incitation totale à l'achat ici. Et si on veut retourner ce marché, c'est clairement à la poche de liquidité. La dernière poche de liquidité qui se trouve au-dessus des 75 000 $, on le voit sur Decentrader, on le voit sur tous nos graphiques ou nos order flow préférés. Et il y a de la liquidité qui se trouve aux alentours des 75 jusqu'aux 77-78 000 $. Et puis je pense que ce sera une parfaite prise de liquidité. Et si on doit retourner ce marché, ma foi, c'est à peu près ici qu'ils devront le faire. Maintenant, à quel moment on aura ces confirmations? Puisque si on décide de jouer la contre-tendance, et vous avez raison de me reprendre dans les commentaires, moi je joue pas la contre-tendance est très risqué, la contre-tendance, c'est tout à fait vrai, c'est extrêmement risqué, c'est généralement le trading le plus rentable, mais également le plus difficile à manœuvrer, puisque les confirmations, on ne les a que sur des réintégrations, sur des time frames notamment en hebdomadaire, voire sur des invalidations. Les invalidations actuellement, par rapport à une tendance ou par rapport à des flux, c'est de venir casser les 60 000 $. Donc je vous le dis en toute franchise, si on doit jouer la contre-tendance avec toutes nos confirmations sur des time frames visés, on va chercher la poche de liquidité, on fait une réintégration, on commence un flux baissier ici, ou en tout cas un premier flux baissier. Derrière, on vient casser les 60 000 $, et à ce moment-là, on aura la confirmation que finalement, c'était bien une prise de liquidité. C'est un petit peu compliqué à jouer puisque vous comprenez bien que le risque-récompense est ici complètement déséquilibré. Et le marché adore faire ça. En gros, j'incite à l'achat, j'incite à la vente. Et généralement, je viens chercher la liquidité au nord et je viens chercher la liquidité au sud. Où est-ce qu'on se positionne? Sur les extrêmes. Donc si on veut jouer ce type de play contrarien, ici, je vends, ici, potentiellement, j'achète. Bien qu'il soit extrêmement complexe de prédire déjà un mouvement. Alors imaginez 2, voire 3, voire 4. C'est pas si évident que cela. Mais on est sur une bonne zone actuellement de consensus, range qui est en train de se proposer. On attendra tout simplement des résolutions de ce range aussi. Et ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de trouver des clôtures. Et c'est le plus important, c'est de trouver des clôtures. On est toujours sous la dominance de cette Golden Cross. Vous le voyez ici comme moi. Je vais essayer de dézoomer complètement. Alors les Golden Cross et les 10 Cross se positionnent toujours avec les moyennes mobiles 50 périodes et 200 périodes en daily. Si vous me prenez du weekly, si vous prenez du 4 heures, si vous prenez du mensuel, ça ne s'appelle plus des Golden Cross ou des 10 Cross, ça s'appelle tout simplement des Cross de EMA 50 et EMA 200. Donc Golden Cross et 10 Cross, c'est bien sur une time frame en daily. C'est très utilisé, notamment pour les institutionnels, et certains traders diront que c'est le seul vrai indicateur qui fonctionne. Bon.
Sur Bitcoin, c'est assez drôle, puisque à chaque fois qu'il y avait une discross, on était plutôt sur un bottom, à chaque fois qu'il y a une golden cross, on est plutôt sur un top, entre guillemets, provisoire. Mais bon, sur des fractales que nous avons déjà connus dans le passé, c'est plutôt intéressant de le rappeler, puisque j'aime beaucoup cet indicateur technique, il y a une petite fractale qui s'était positionnée, et ça permet de répondre à Music Wang. Et si c'était différent, jusqu'à preuve du contraire, et actuellement, c'est clairement pas différent. Je vous le remontre ici, on l'avait déjà fait il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière. Ici, 10 cross, golden cross, 10 cross, bear market, golden cross, 10 cross, golden cross, bull market. Ici, c'est exactement la même chose. Golden cross, alors j'avais ma golden cross, 10 cross, golden cross, 10 cross, bear market. Ici, golden cross, 10 cross, golden cross. Alors là, j'en ai une autre, mais en fait, c'était le crack Covid. Donc, est-ce qu'on le valide, est-ce qu'on ne valide pas? Ma foi, les Black Swan, est-ce qu'on les valide, est-ce qu'on les prend en compte? Mais si on les enlève, on a bien golden cross, 10 cross, golden cross, bull market. Ici, 10 cross, golden cross, 10 cross, bear market. Ici, golden cross, 10 cross, golden cross, bull market. Bon, ma foi, ça a l'air de fonctionner jusqu'à preuve du contraire. Et effectivement, il était plutôt pas mal à jouer, cette petite golden cross, juste ici, comme ici également, sur des ratios de 1 pour 1, très intéressant à jouer, comme ici, voire ici, avec une magnifique prise de liquidité lors du crack Covid. Plutôt intéressant à observer également. On va continuer avec 3 petites news. La première, c'est celle-ci. CryptoFTX vend environ 30 millions de Solana avec des codes de 60%. Alors, vous allez dire, waouh, des codes de 60%, c'est incroyable, mais comment on pouvait faire pour les acheter? Donc, ce sont en fait des accords qui sont passés OTC, et c'est plutôt sympa en fait de l'observer, puisque je préfère qu'ils achètent avec une décote à coût de 2 milliards de dollars à 60% de décote des Solana, plutôt que de les market sell directement sur le marché. Et généralement, c'est très rare quand ça se passe comme ça. Que ce soit du single world, que ce soit de tout ce que vous voulez. Généralement, dans 95% des cas, il n'y a pas de vente au marché. Ce sont des ventes OTC avec des contrats qui sont passés des mois en avance par rapport à un prix visé ou un prix phare. Et en fonction de la fluctuation du marché, malheureusement, il ne tient pas compte, tout simplement. Donc ces institutionnels, pour quasiment 2 milliards de dollars, ont acheté du Solana. La question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont en train de le vendre? Ma foi, on est quand même dans un bon contexte par rapport à une zone de rechargement de vente logique avec une magnifique plus-value qui ont déjà été réalisées. Puisque ici, les institutionnels vont déjà, entre guillemets, vendre leur Solana qu'ils ont précieusement eu avec une bonne décote de 60% à l'heure où je vous parle. C'est possible. Mais bien évidemment, ils ne vont pas tout vendre, tout simplement. Donc actuellement, on ne l'observe pas. Il n'y a aucun signe de retournement dans une zone de rechargement de vente. En revanche, si vous êtes sur Solana, faites comme tout le monde, prenez quelques profits, payez-vous, et éventuellement, le seul risque que vous prenez, c'est d'avoir la possibilité de racheter moins cher. Et ici, si vous commencez à acheter du Solana sur un marché vertical, à vos risques et périls, puisque le risque management est complètement déséquilibré, puisque ici, sur des ratios de 1 pour 1, ça nous envoie à peu près Solana à 400 $ pour prendre des premiers TP. Alors c'est complètement possible puisqu'on peut aller chercher des extensions, mais le risque management est déséquilibré sur ces niveaux de valorisation du côté de Solana. Donc ça, c'était une première information qui permet en fait de renforcer encore ce billet, comme quoi dès que vous avez des news pour dire ils vont vendre des trucs, ils vont racheter les machins, généralement c'est OTC et on le voit tout simplement pas passer. Deuxième chose aussi très intéressante, c'est celle-ci. Hong Kong, les ETF Bitcoin Spot pourraient être approuvés avant juin pour permettre aux institutionnels, notamment asiatiques, de pouvoir spéculer sur Bitcoin, à l'instar de BlackRock, de Fidelity ou encore de Ark Invest ou de Franklin. Bon, c'est pas 10 000 milliards de dollars ou 15 000 milliards de dollars, je vous rassure tout de suite. On est plus près des 500 milliards de dollars ici, mais ça permet en fait de mettre le pied à l'étrier et de rouvrir un flux en fait de financement nouveau et de nouveaux capitaux qui pourraient rentrer directement et alimenter Bitcoin. Et je parle bien ici de Bitcoin et non pas l'ensemble du crypto-actifs. Mais ça permet tout simplement d'en parler et je trouve ça intéressant, même s'il n'y aura probablement pas un impact comme on l'a pu l'avoir sur le précédent acceptation vis-à-vis des ETF au comptant, validé par la SEC en janvier dernier. Bon, là c'était soit dit en passant, si vous avez la Chine, vous avez déjà l'Europe, puisqu'on peut déjà acheter de nombreux ETF au comptant Bitcoin en Europe. D'ailleurs, vous avez le dernier qui était passé au niveau de Jacobi, qui est un coup d'épée dans l'eau, pour être tout à fait franc avec vous. Je crois que c'est un peu plus d'1 million de dollars de fonds sous gestion. Enfin, c'est clairement que dalle. Actuellement, les institutionnels européens ne sont pas très bullish, entre guillemets, Bitcoin. Prend du temps en Europe, mais c'est normal, mais c'est pas très très grave. On finira bien par y aller, donc partez du principe qu'il y aura encore du fuel pour pouvoir alimenter ce marché, et je pense pas que ce soit différent des précédents cycles. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième information qui est extrêmement intéressante, c'est celle-ci. Par rapport à ce qu'on avait vu lors du cycle précédent, on l'avait pas pris en fait avec une mesure colossale, donc ça avait beaucoup été moins pris en termes de narratif que ce qu'on avait vécu en fait précédemment lors du cycle. Mais partez du principe qu'on était passé chez Grayscale de 350 000 bitcoins à quasiment 700 000 bitcoins. Et ça, clairement, ça avait eu un impact extrêmement fort sur le prix et sur le cours du bitcoin.
alloué d'un ajout massif de liquidité sur les marchés, donc quantitative easing, etc. Ça avait propulsé le Bitcoin dans les stratosphères et ça a fait près de 500% d'augmentation par rapport au précédent plus bas ou en tout cas à la précédente consolidation vis-à-vis des ATH de 2021. Donc maintenant qu'on le sait et maintenant qu'on sait ce qui s'était passé lors du précédent cycle, pensez-vous que ce sera différent? Mais en fait, c'est jamais différent. C'est pas encore une fois BlackRock qui va initier en fait le bull run. Ce sont les clients de BlackRock qui vont vouloir s'investir et s'exposer sur Bitcoin en vue d'en tirer des performances délirantes, tout simplement. Et ne pensez pas que par rapport au prix de Bitcoin, ce soit en fait un frein pour ces investisseurs-là. J'ai, je vais dire une bêtise, 100 millions de dollars en portefeuille chez BlackRock, je vais mettre 2% en Bitcoin, il mettra 2% en Bitcoin et il s'en fiche complètement du prix. Puisqu'en fait, ils sont noyés dans un espèce de produit, sur un produit contextualisé par rapport à plusieurs facteurs ou plusieurs dénominateurs, comme des obligations, comme des actions tech, comme des MSCI World, comme des S&P 500 et un peu de Bitcoin, puisque maintenant, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Donc ne pensez pas que ces gens, en tout cas dans une représentation de performance d'actifs sur un portefeuille, ils regardent en fait le prix des cours. Ils n'en ont rien à cirer, ils achètent du S&P 500, ils s'en fichent que aujourd'hui Apple soit valorisé 3 000 milliards de dollars et qui dépasse aux alentours des 200 dollars l'action. Ils s'en fichent complètement. Puisqu'ils ont plutôt des visions moyen-long terme, voire très long terme, et généralement à 10 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, puisque ça nous permet d'avoir en fait une amplitude, non pas par rapport en fait au montant, mais plutôt par rapport au supply qui avait été généré à ce moment-là. Mais si on reprend exactement la même symétrie qu'on peut avoir par rapport à Grayscale vis-à-vis de l'appétence de ces marchés à aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, elle doit être 10, voire 20 fois supérieure en termes d'accessibilité. Dès lors, si on avait pris 700 000 bitcoins sur une valorisation moyenne des 40-50 000 dollars, à partir du principe qu'on n'est pas très loin en fait des 50 000 dollars actuellement. Donc ça peut parfaitement rester dans cette cohérence pour aller chercher au moins 1 ou 2% des actifs sous gestion actuellement détenus vis-à-vis de BlackRock, etc., qui correspondent entre 150 milliards et 300 milliards de dollars. Et croyez-le ou non, ça fait des magnifiques gaps par rapport à Bitcoin. Donc je pense que ce sera exactement la même chose que s'était passé la fois précédente, mais très probablement avec beaucoup plus de violence, très probablement dans un super cycle qu'on pourrait finalement avoir. Ça, en tout cas, c'est ma représentation, c'est mon avis, et je le joue, bien évidemment. On continue avec ceci. Est-ce que il y aura probablement quelque chose qui va se passer exactement de la même manière qui s'était passé lors de tous les cycles précédents par rapport à un halve season? Alors les halve season, on les rappelle, c'est systématiquement post-halving. Alors vous allez me dire, c'est systématiquement, ça fait rire, parce qu'il n'y a eu que 2 backtests en réalité. Oui, mais ma foi, tant que ça fonctionne, autant de jouer. Et on sait qu'actuellement, c'est plutôt après l'halving que les altcoins se réveillent. Et on a une information qui arrive sous nos yeux, notamment par rapport aux stablecoins qui sont créés par Tether, qui ont pris près de 5 milliards de dollars en l'espace d'une semaine. Ça aussi, c'est un indicateur que je regarde énormément. Et je pense qu'il faut vraiment le regarder. Et je vous invite tous à le regarder. La question à se poser est toujours la même. Est-ce que oui ou non, il y a du pognon qui rentre sur ce marché? Et bien la réponse est oui. Il y a vraiment du pognon qui commence à rentrer sur ce marché. Donc ça a été doucement au début. Bon, je me dis, et ça s'est apprécié doucement. Bitcoin a progressé. Les actifs qui étaient stabilisés sont rentrés doucement mais sûrement sur ce marché. Et ici, on le voit par rapport à la dominance des stablecoins. On arrive d'ailleurs dans des phases de vente. Ça veut dire qu'on prend des TP. Ça ne veut pas dire on vend tout pour acheter moins cher. Ça veut dire qu'on prend des prises de profit. Après, on a des excès finaux et ça peut aller très loin, soit dit en passant. Donc, on ne connaît bien évidemment jamais les bottoms comme on ne connaît jamais les tops. Mais il y a une augmentation assez farouche et assez franche par rapport aux stablecoins. On a pris 5 milliards de dollars en une semaine. Donc, il y a des nouveaux capitaux frais qui rentrent sur ce marché. Et c'est toujours la même chose. Ça rentre sur les stablecoins. Alors, potentiellement Bitcoin, fiat Bitcoin, Bitcoin stablecoin, stablecoin cryptoactif. Et c'est toujours en fait cette même rythmique. Et c'est une rythmique psychologique. Quand vous allez sur les cryptos, vous dites pas je vais acheter des cryptos. Quand vous connaissez en fait les cryptos et quand on vous parle des cryptos et qu'on vous dit ça y est, c'est le moment, parce que le machin il est à 70 000 ou 80 000 dollars, vous achetez du Bitcoin, puisque c'est ça qu'en fait, c'est ça la promesse. La promesse de base, c'est le Bitcoin. Donc vous achetez du Bitcoin, et votre Bitcoin il ne fait pas grand-chose. Et vous commencez à vous intéresser à cette technologie. Et vous voyez plein de cryptoactifs comme des meme coins, comme des coins communautaires, ou comme des coins DeFi, ou GameFi, ou SocialFi, ou tout ce que vous voulez, des Layer 2, un champ des possibles inimaginables. Et vous dites, mais ce truc-là a pris 30%, ce truc-là a pris 400%, ce truc-là a pris x10. Et ben moi, je veux faire du x10, donc le x10, et ça va refaire x10 derrière, éventuellement. Et c'est comme ça qu'on a des magnifiques halve season avec des coefficients multiplicateurs complètement délirants, et c'est encore possible de s'y positionner. Et alors, je reste assez
assez convaincu qu'on aura un magnifique alt season, comme on l'a vu précédemment, mais plutôt post-halving ici, quand Bitcoin aura fini, ou comme quand les institutionnels auront fini d'acheter tous les Bitcoins qu'ils veulent, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, c'était la première représentation qui permet de me donner une transition assez naturelle par rapport à 5 cryptoactifs qui sont encore dans les starting blocks et qui n'ont pas encore donné tout leur potentiel. La première, c'est Zilliqa. Zilliqa, personne n'en parle. On en a parlé hier avec notamment les académiciens. Il faut toujours en fait 3 étapes. La première étape, c'est du déni ou de l'inintérêt. Donc aujourd'hui, Zilliqa, je vous en parle, mais il n'y a personne qui en parle. Ou très peu de personnes, soit dit en passant, en parlent. Moi, je vous en parle parce que clairement dans les starting blocks, on vient de passer en fait et on vient de structurer des magnifiques W ici en mensuel. Et les moyennes, si vous le regardez comme moi, sont ascendantes. Ici, les moyennes mobiles trimestrielles et mensuelles 50 périodes sont ascendantes. Et le fait qu'elles soient ascendantes, ça veut dire que très probablement on est en train de relancer des tendances, ou on tente de sortir d'un range pour pouvoir relancer derrière des tendances. Actuellement, on n'y est pas, mais on est clairement dans des zones de rechargement première classe, magnifique. Et derrière, on aura donc des expansions, en tout cas on jouera ces expansions, donc je les joue personnellement, et je prends du swing spot là-dedans. Alors vous n'êtes pas obligé de les prendre sur le spot, puisque c'est cher, sur le spot, mais vous pouvez très bien faire des swings spot sur les contrats futurs. Donc ça s'appelle des swings tout simplement, mais plutôt sur les contrats dérivatifs, et vous avez beaucoup de plateformes qui proposent des contrats futurs sur un nombre incalculable de crypto-monnaies. Ça, c'était la première chose. Zilliqa, j'aime beaucoup cette blockchain d'infrastructure. Elle est très avant-gardiste, notamment sur tout ce qui est name service ou identité digitale, nom de domaine Web3, etc. Donc on avait fait beaucoup parler d'elle précédemment, et honnêtement, c'est une blockchain que j'apprécie particulièrement, qui fonctionne extrêmement bien, et qui est toujours un petit peu sous les radars, et c'est clairement ce type de blockchain qu'il faudrait éventuellement regarder, qui ont de l'historique, ça c'est aussi important, avoir de l'historique. L'historique, ça veut dire la confiance, et les institutionnels seront à même d'aller chercher et diriger des capitaux, presque en retard si vous voulez, sur des blockchains qui sont complètement sous les radars et qui ont de l'historique, bien évidemment, une communauté forte. Ça, c'était la première blockchain, c'était donc Zilliqa. Donc, moi, je me suis positionné dessus, et je suis très content de m'être positionné dessus, et ça fait longtemps que j'y suis, bien évidemment. Le deuxième, c'est BAT, c'est un petit peu ma crypto-pépite à moi. Bon, je ne sais pas si vous le saviez, mais je suis extrêmement bullish de BAT, donc je suis investi assez massivement dedans, et j'ai même pris des swings ici, très, très récemment. Pourquoi? Parce que, pareil, nos moyennes mobiles sont complètement à plat, donc on est bien rentré dans une phase et un déplacement de valeur. Phase A, expansion, toujours dans un range. Donc en fait, Basic Attention Token, qu'on le veuille ou non, n'est jamais sorti de son range. On est toujours sur un range extrêmement long. Donc je vous laisse imaginer les résolutions de ces ranges. En fait, Basic Attention Token n'a jamais été en tendance. C'est à peu près comme ça qu'on devrait éventuellement le voir. Donc on est dans un énorme range, on a fait des tentatives, et je pense qu'on est toujours dans un range, et la résolution de ce range, puisque j'utilise actuellement l'explorateur Brave notamment, partait du principe que ça peut vraiment avoir des coefficients multiplicateurs complètement délirants. Mais quand je dis délirant, c'est complètement délirant. Et c'est un des seuls projets qui clairement s'inscrit pleinement dans une adoption de masse. Pourquoi? Parce que Brave aujourd'hui propose tous les outils possibles et imaginables d'un wallet non custodial, etc. et d'une pédagogie assez forte par rapport à l'adoption et notamment à l'émergence des crypto-monnaies et des technologies blockchain. Donc je suis extrêmement bullish sur ce truc-là. OBV complètement croissant. On quitte un enfoncement d'unité de survente. On fait des breakouts, que ce soit sur le RSI ou que ce soit sur le price action. Moi, derrière, c'est des trucs qui font des coefficients minimum x20. Voilà, donc si vous voulez à peu près mon objectif minimum, c'est x20 pour ce type d'actif numérique par rapport à Basic Attention Token. Vous en avez un autre, vous avez VRA par exemple. Je pense que c'est important de le regarder parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien acheter, mais en fait vous avez énormément de crypto que vous pouvez encore bien évidemment spéculer dessus. On va prendre KuCoin par exemple. Voilà, j'ai mis un fil 1 par rapport à VRA. Alors VRA, c'est un petit peu différent, c'est pas forcément de l'infrastructure, c'est plus opt-in, publicité, marketing, etc. qui permet en fait de un petit peu grignoter sur les plateformes de Google ou de Facebook notamment, pour pouvoir redistribuer et partir sur cette fameuse trilemme marketing entre les annonceurs, les viewers et les publicitaires. Donc c'est à peu près ce que proposent beaucoup de blockchains aujourd'hui marketing ou de projets marketing sur le domaine du Web3. Je pense que ça a clairement de très bon avenir devant elle. C'est très peu capitalisé, en tout cas encore sous-capitalisé. On tente de faire des breakouts, les clôtures ont été faites, jusqu'à preuve du contraire. Alors la magnifique clôture au niveau d'un W en mensuel, ce serait donc ici par rapport à la clôture, mais les moyennes mobiles redeviennent positives ici, ou en tout cas ascendantes. Vous le voyez ici par rapport à ma moyenne mobile 50 périodes. On n'a pas la trimestrielle
en 20 périodes, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'historique. Mais grosso modo, ce truc n'a jamais été en tendance, donc il faut faire attention. En gros, ça passe de quasiment haussier à baissier. Non, c'est toujours un range. Résolution du range, objectif, coefficient multiplicateur, je vous laisse les imaginer. Une avant-dernière, et je parlerai d'une dernière avec un gros disclaimer. Par exemple, vous avez DYDX. Moi, je suis extrêmement bullish sur DYDX, qui est un ancien, en fait, patron ou fondateur de Coinbase, notamment, hein, qui a quitté pour créer un échangeur décentralisé et se jeter pleinement notamment dans la finance décentralisée. Donc DYDX s'inscrit pleinement dans cette logique, avec une mainmise notamment sur les contrats futurs notamment. Donc ils sont full bullish sur les contrats futurs. Ça tombe bien, c'est ce qui est à peu près le plus rentable aujourd'hui sur le marché des actifs numériques. En fait, ce sont des vendeurs de pioches, ces gens-là. Et DYDX s'est mis confortablement et s'est positionné confortablement, et aujourd'hui le leader des dérivatifs, et notamment des contrats perpétuels futurs sur les échangeurs décentralisés. Ils utilisent d'ailleurs la technologie du Cosmos Hub pour pouvoir exécuter son activité. Donc formidable, moi je suis extrêmement bullish sur DYDX, alors qu'il y a eu des énormes unlocks par rapport à des VC et des institutionnels qui avaient déjà investi précédemment dans cette blockchain-là, et ça ne bouge pas. On est toujours dans une énorme phase d'accumulation. Donc pareil, hein, c'est du x10, x20 sur ce type de blockchain. Je pense que 80 milliards de dollars de capitalisation pour DYDX, c'est à demi-mort ce que je pense, surtout avec l'omerta qu'il y a, ou la vendetta qu'il y a sur les échangeurs centralisés un peu partout dans le monde, en commençant par les États-Unis et en poursuivant par l'Europe, et en les en tous bannis de la Chine. Je pense qu'on finira par les attaquer, mais à mon avis, il y aura beaucoup de gros traders, et notamment des grosses whales, des big boys, qui viendront en fait spéculer sur ce type de plateforme. Le temps, c'est la confiance, et DYDX s'inscrit à la fois dans le temps et dans la confiance, et actuellement, on fonctionne très bien, donc je suis extrêmement bullish. Dernière petite crypto que je voulais vous parler, qui est complètement sous les radars. Alors oui, on en a parlé hier avec les académiciens, et vous avez raison, gros disclaimer. Le gros disclaimer est à nos risques et périls sur la technologie, ou en tout cas sur la blockchain d'infrastructure, Waze, qui avait d'ailleurs créé son stablecoin, qui s'était complètement parti en cacahuète. Hein. C'était ici en novembre 2022. C'est un peu à l'image de Terra Luna. Donc, Waze avait beaucoup été comparé à Terra Luna et à l'UST. Ceci étant dit, son petit stablecoin n'a jamais réussi à remonter la pente. Hein. Il est descendu de 1$ jusqu'à 0,04$. Donc il y a encore quand même de la capitalisation là-dessus, mais c'est que dalle, c'est 2 millions de dollars. Donc je pense que c'est quitte à perdre, on a perdu, basta. Mais ça ne veut pas dire que ça n'avait pas fait un magnifique relais de croissance pendant ce temps-là, en mars 2022, avec une magnifique explosion haussière. C'était clairement la fin, entre guillemets, où on était rentré dans le bear market ici, avec une magnifique chasse à liquidité, prise de liquidité. Ce qui est intéressant, c'est que son fondateur, qui est toujours actif sur les réseaux sociaux, même si on a vu qu'il y avait eu des transactions un petit peu douteuses, notamment entre les adresses des fondateurs, etc. Il faut rester en fait rationnel sur ce type de blockchain. Oui, il n'y a pas de place au doute, mais actuellement, on est en train de voir des choses techniques qui sont plutôt jolies. Alors, est-ce que ce truc va à zéro? C'est pas complètement possible. Moi, je l'avais pris et je l'avais joué, et aujourd'hui, j'ai réinvesti quelques profits sur un investissement 2, pour la simple et bonne raison que techniquement, on a des structures qui sont validées, notamment en W mensuel ici, et les moyennes mobiles redeviennent ascendantes ici. Elles ne sont pas descendantes, elles sont ascendantes sur les moyennes mobiles de valeur. Donc, à minima, je pense qu'on ira rechercher les moyennes, pour être tout à fait honnête avec vous, voir le milieu du range précédent. Ce truc n'a jamais été de toute manière en tendance, on est toujours dans un énorme range. Je le joue personnellement parce que j'ai toujours mes idées derrière la tête, et je me dis que quand ces trucs-là sont complètement fracassés, ça peut être éventuellement une bonne opportunité pour rester complètement dans le déni et le désintérêt. Donc c'est aussi un biais psychologique de plus qu'on peut utiliser, mais bien sûr à nos risques et périls. C'est un énorme disclaimer. Rationnellement parlant, on ne devrait pas en fait s'approcher de cette blockchain. C'est comme ça en fait, et c'est pour ça qu'il faut faire des recherches un tout petit peu plus approfondies que juste regarder un graphique avec des belles structures, bien que on dit souvent que la technique est toujours en avance par rapport au fondamental. Ma foi, si ça pouvait nous donner des satisfactions, why not? Mais vous voyez que vous avez énormément de possibilités encore aujourd'hui, donc à ce pré-halving à J-10 de l'halving. Je pense que ce sera clairement pas différent. Je pense que toutes nos cryptos vont péter en l'air à coût de 30% par jour pendant plus d'un mois, voire 2 mois, voire 3 mois comme précédemment. Et ce sera juste formidable, mais ce sera après l'halving. Actuellement, on l'est toujours avant et on est toujours pré-halving. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo.
Donc la moralité de cette histoire, qu'est-ce que c'est? C'est oui, il y a encore la possibilité de se positionner sur moult projets qui ont de l'historique, qui sont dans le déni, qui sont sous les radars et qui ont réussi à délivrer des promesses, d'autres qui malheureusement ont échoué sur certaines de leurs promesses, voire déçus, c'est exactement Wise qui nous le propose. Donc ne regardons pas que la technique, faisons également des recherches fondamentales, mais tout ceci ne fait pas tout. Hein, c'est très important de bien le comprendre. Donc si vous avez des idées derrière la tête, jouez-les et tenez-les le plus longtemps possible. Et on reparlera de cette temporalité par rapport à la cyclicité. Et actuellement, il semblerait qu'on revienne dans les clous par rapport à cette temporalité, notamment du côté des all season. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve, j'essaierai de faire une vidéo jeudi, puisque je parle à Paris Blockchain Week, donc demain matin tôt. Et après, je pars en Italie pendant une semaine. Donc ça va pas être évident de faire des vidéos à ce moment-là. Donc j'essaierai de faire une vidéo pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé. On discutera bien évidemment sur le Discord. Je vous souhaite à tous une excellente continuation. Et on essaiera de se retrouver dans le Discord pour continuer à échanger et vivre ensemble cet halving de Bitcoin